Les cyclones tropicaux fascinent par leur puissance, leur beauté et leur complexité, et l'ouragan Erin n'a pas dérogé à la règle, d'autant plus qu'il a largement influencé la météo européenne. Par conséquent, nous allons l'étudier en long et en large dans ce décryptage météo numéro 32. Bonjour et bienvenue sur Météo Pédagogie. Quel plaisir de vous retrouver depuis le 10 juillet. Eh bien, j'étais un peu au chômage pour plusieurs raisons et notamment, j'avais perdu mon ordinateur portable. Je me suis équipé d'un nouveau et c'est d'autant plus vraiment agréable de revenir avec un équipement qui est beaucoup plus performant et qui me permettra de faire encore un meilleur travail pour vous. J'en ai profité pour un peu réfléchir sur le rythme de publication de cette chaîne et comme je l'ai expliqué sur YouTube, je resterai avec la publication d'un décryptage par semaine, mais je passerai à un direct météo mensuel à rallonger à 1h30 de durée et donc j'en profiterai pour faire le bilan du mois écoulé. Voici donc le nouveau rythme de météo pédagogie, mais sans plus attendre, décryptons l'ouragan Erin. Voici la trajectoire intégrale de l'ouragan Erin, qui est donc né sous forme d'une onde tropicale dans l'ouest de l'Afrique. Il a traversé ensuite l'archipel des îles du Cap-Vert, raison pour laquelle on appelle cela un ouragan de type cap-verdien. Et puis il a traversé l'Atlantique oriental sous la forme d'une boule sciant, c'est-à-dire sous forme d'une tempête tropicale, et c'est seulement quand il est arrivé dans les eaux chaudes au large des petites Antilles qu'il a véritablement explosé, et il a maintenu une intensité tout à fait importante, donc à l'est des Bahamas, à l'est des États-Unis, pour ensuite évoluer donc vers le nord-est en étant récupéré par le flux d'altitude des latitudes tempéré et c'est donc extra-tropicalisé pour donc ensuite dériver vers l'Europe continentale comme donc dépression des latitudes tempérées. Et ce qui va être intéressant, c'est de savoir ce qui s'est passé notamment ici au moment de son explosion de puissance, mais aussi dans cette zone à l'est des Bahamas et des États-Unis et qui va expliquer pas mal de choses pour certains événements océanographiques qui se sont déroulés dans cette zone, mais aussi sur les côtes de l'Europe occidentale. Voici un tableau, un document très intéressant, extrait du site de l'Université du Colorado et de son département de météorologie tropicale, qui d'ailleurs émet des prévisions durant le printemps pour la saison cyclonique de l'Atlantique Nord et qui commence donc le 1er juin. Et donc sur ce département de météorologie tropicale, sur son site internet, eh bien vous avez ce tableau de l'intensité de Erin à un moment et un lieu important, c'est-à-dire donc entre 16 et 20 degrés de latitude nord et entre 50 et 64 degrés de longitude ouest, soit au nord, nord-est des Petites Antilles, où il y a eu cette intensification rapide. Et donc, effectivement, le 15 août 2025 à 18h, eh bien, Erin était tout juste à 65 nœuds. Alors, vous multipliez les nœuds par 1,85 pour obtenir les kilomètres par heure. Donc, le Centre national des ouragans et les Américains, de manière générale, utilisent les nœuds, parfois les miles, ils transforment aussi en kilomètres par heure. Mais si vous multipliez par 1,85, vous arrivez à ce chiffre magique bien connu. Des 120 km par heure, c'est la limite inférieure pour catégoriser un ouragan ici, plus précisément un ouragan de catégorie 1. Et si vous allez donc 24 heures plus tard, le 16 août à 18h, eh bien Erin était passé à 140 nœuds, multiplié par 1,85, c'est plus de 250 km par heure. On dit que pour arriver à la catégorie 5, il faut être au-delà de 135 nœuds, au-delà de 250 km par heure. Et donc, cette catégorie 5
a été atteinte en 24 heures par l'ouragan Erin, cette catégorie 5, sur l'échelle de Saffir-Simpson qu'on utilise pour mesurer l'intensité des ouragans. Cela fait donc une intensification de 75 nœuds. Or, on estime que l'intensification rapide, qui est une notion sur laquelle les météorologistes et les modèles de prévision numérique butent beaucoup pour prévoir justement l'intensité des ouragans, eh bien, l'intensification rapide, elle se mesure à partir de 30 nœuds sur 24 heures. Ici, vous en avez 75, soit 2,5 fois le seuil minimum. Cela montre qu'en fait, Erin ne s'est pas intensifié de manière rapide. C'est une intensification explosive. Et clairement, ceci n'est pas courant et ceci explique évidemment beaucoup de choses à la base de ce qu'il s'est passé dans l'Atlantique Nord lorsque l'ouragan a dérivé à l'est, bien au large des États-Unis, mais à l'est des États-Unis, et puis ensuite, évidemment, quand il s'est extra-tropicalisé et dérivé vers l'Europe. Cela va expliquer aussi pas mal de choses que nous allons décrypter dans la suite de ce décryptage. Cette animation infrarouge de Erin, lorsqu'il est passé au nord-nord-est des petites Antilles, montre très très bien le développement de son œil au sein de ce qu'on appelle le CDO, le Central Dense Overcast, cette zone de convection très intense avec des orages très actifs qui se développe en mur de l'œil, et lorsque l'œil apparaît d'une manière distincte au sein de cette structure convective, c'est la marque d'un ouragan en intensification rapide qui va devenir non pas un ouragan de catégorie 1, ni de 2, ni de 3, et éventuellement de 4, mais un œil aussi distinct en vert jaune avec des structures hélicoïdales qui tournent donc dans ce mur. Eh bien, c'est souvent la marque d'un ouragan très abouti, et qui est donc la marque d'un ouragan de catégorie 5. Un élément déterminant pour comprendre ce qui s'est passé avec Erin est aussi ce qu'on appelle un cycle de remplacement de l'œil. Les anglo-saxons appellent ça ERC avec son acronyme. Et vous avez ici une animation, non pas de Erin, parce que cette animation date de septembre 2017, et c'est la tristement célèbre Irma que vous avez là en animation. Et qu'est-ce qu'on peut voir en fait, c'est que quand elle est passée donc au nord des petites Antilles, au nord de Puerto Rico, et en arrivant vers donc le Cuba, eh bien donc l'œil s'est contracté. Donc voilà l'animation qui se remet en place. Vous avez l'œil qui s'est contracté progressivement, et vous avez un deuxième mur de l'œil, un mur externe comme on l'appelle, qui s'est progressivement installé. Alors quels sont les effets de la contraction du mur interne et de l'apparition du mur externe? C'est évidemment une déstabilisation du mur interne, une déstabilisation de l'œil, une déstabilisation de l'ouragan, et donc celui-ci faiblit progressivement. C'est très relatif évidemment, mais il faiblit en intensité. Le problème, c'est qu'une fois que ce mur s'est reconstitué, il a un mur externe qui est plus large, et donc le champ de vent s'est élargi, et donc il va emporter une masse d'eau avec une énergie cinétique qui est plus importante, et qui peut donc affecter plus facilement une grande surface et donc des zones plus lointaines du système cyclonique. Pour revenir au cas d'Ewin, qui n'était pas un cas d'école en termes de esthétique de contraction de l'œil, raison pour laquelle j'ai utilisé Irma, nous pouvons constater ici que vous avez l'animation du champ de vent avec les différentes limites, le 35 nœuds, qui est donc la limite de la tempête tropicale en rose, et à partir du jaune, vous avez le 65 nœuds, qui est la limite du champ de vent de force ouragan. Eh bien, nous pouvons constater sur la trajectoire de Erin qu'au départ de l'animation, quand vous êtes du côté de Puerto Rico, c'est là que vous avez eu le maximum d'intensité, mais le champ des vents n'était pas encore extraordinairement large, on peut le voir, et s'élargit nettement après donc ce cycle de remplacement de l'œil. Quand il passe du côté du cap Atewas, on va le voir de nouveau dans l'animation, donc le cap Hatteras qui se situe ici.
on va voir que ce champ de vent ouragan, donc en jaune, et aussi de tempête tropicale en rose, s'est nettement élargi. Et on va pouvoir constater que si on va donc sur l'animation, la deuxième partie de l'animation en allant vers le nord-est, lorsque l'ouragan devient même catégorie 1, regardez ici, il va vraiment s'élargir encore plus nettement, et puis il va vraiment s'extra-tropicaliser, ce sera encore plus net. Eh bien, donc Erwin, forcément, va avoir, avec ce vent de ce champ de vent plus large, il va emporter toute une énergie cinétique et donc toute une capacité à déplacer la mer et les vagues, vraiment très importante dans l'Atlantique Nord. Le sujet de l'énergie cinétique est un élément très important parce qu'on peut calculer l'énergie d'un cyclone de deux façons, soit en cumulant donc vraiment toute ton énergie sur toute la trajectoire du cyclone, c'est ce qu'on appelle en anglais la SCE, la Cumulated Cyclone Energy, mais on peut aussi faire une intégrale de surface, comme on dit en mathématiques, c'est-à-dire prendre tout le champ de vent de toute la surface de l'ouragan et obtenir ainsi donc une énergie qui correspond dans certains ouragans à, tenez-vous bien, 5,2 exposant 10, donc fois 10 exposant 19 joules, et cela peut correspondre à une énergie qui est supérieure, tenez-vous bien, à la Tsar Bomba, donc ce test nucléaire réalisé en Nouvelle-Zélande, un test de 50 mégatonnes, et on estime que le typhon, le super typhon Haiyan, par exemple, qui a provoqué plus de 5000 morts donc en 2012 dans les Philippines, avec donc un atterrissage sur cet archipel à 315 km par heure, et bien on estime que donc Haiyan avait l'équivalent de 5 millions de bombes atomiques d'Hiroshima avec cette énergie cinétique. Et donc on comprend évidemment pourquoi. D'un côté évidemment les Philippines ont été détruites par ce super typhon, et de l'autre côté aussi que cette énergie peut déplacer des quantités phénoménales d'eau. Un autre élément qui permet de comprendre ce qui s'est passé sur les côtes européennes et qui est vraiment très fondamental, c'est de constater qu'en fin de trajectoire, effectivement, Erwin, en rouge ici, eh bien, avec donc vous avez le niveau d'ouragan, donc vous avez encore une fois le 64 à 95 nœuds qui correspond à un niveau d'ouragan non majeur. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant une petite période, eh bien, Erwin était une tempête tropicale et puis est redevenu un ouragan, plutôt un ouragan extra-tropical, loin à l'ouest de l'Irlande. Et on peut se demander pourquoi. Et pour ça, il faut évidemment aller chercher du côté de notre ami le courant jet. Vous avez ici des archives, des modélisations du supercalculateur états-unien GFS avec la trajectoire. Vous avez Erin qui se situe ici en début d'animation et puis qui se déplace donc ainsi vers le est-nord-est. Et dans le même temps, eh bien, vous avez évidemment la branche du courant jet qui évolue. Et ce qu'il se passe, c'est que tout simplement, d'abord, au début, ben, on peut constater que la branche des courants jet est vraiment en violet, c'est-à-dire qu'elle est quand même fort puissante parce qu'elle est justement alimentée par l'air tropical à l'avant de Erwin. Mais ce qui va être très important, c'est de constater que en deuxième partie de trajectoire, donc à l'ouest de l'Irlande, effectivement, eh bien le centre de Erwin va se situer non plus au sud du courant jet pour l'alimenter en chaleur, mais ce qu'on appelle en sortie gauche, en la partie nord du courant jet. Et dans cette partie nord du courant jet, en sortie gauche, eh bien, c'est la zone de divergence d'altitude, de divergence du courant jet, qui permet aux dépressions de se développer. Et c'est d'ailleurs un cas d'école assez typique, c'est de constater qu'un cyclone tropical peut perdre de sa puissance, ou bien éventuellement plafonner, stagner, et puis il peut être redynamisé, parfois encore en pleine structure tropicale, s'il est encore suffisamment éloigné du courant de jet, mais pas trop proche pour être extra-tropicalisé. Et bien parfois, on a une surcompensation en termes d'intensité par le courant de jet. On a effectivement l'énergie tropicale de l'eau de mer qui apporte donc
ce facteur pour pouvoir maintenir une intensité, mais vous avez donc le courant de jet qui dynamise encore plus ce système tropical. Ici, c'était déjà un système tempéré, extra-tropicalisé, et il n'empêche qu'en passant donc sur le côté nord en sortie gauche, eh bien, il s'est redéveloppé. Donc, on peut voir vraiment que sa pression augmente, elle passe à 970 hectopascales, et puis elle rediminue vers en dessous de 960 hectopascales, et ceci permet de comprendre pourquoi il s'est redynamisé en tempête très puissante avec des rafales très puissantes au large de l'Irlande, mais qui ont donc généré eh bien ces vagues très importantes. Si nous prenons les archives du modèle GFS, ouais, donc pour vagues évidemment, à partir du 20 août et jusqu'au 27 août, eh bien on va pouvoir 22 août pardon, jusqu'au 27 août, eh bien on va pouvoir constater vraiment clairement la trajectoire de l'ouragan Erin avec les vagues dont le champ va progressivement s'élargir tout en perdant quand même en intensité, mais on peut constater que le champ de vagues à 4 ou 5 mètres, eh bien, est au départ encore entre guillemets relativement limité, mais il va s'élargir pour atteindre finalement les côtes européennes, notamment françaises évidemment, mais aussi espagnoles. Et donc, on peut comprendre pourquoi, au final, tout ce cycle de remplacement de l'œil, cette intensité maximale de Erin, son extra-tropicalisation, la dynamisation par le courant de jet ont permis à cet ouragan d'avoir un impact quand même assez significatif en termes évidemment de vagues, mais aussi en termes de temps sensible avec cet appel d'air chaud, avec des températures encore une fois qui ont pu largement dépasser les 30 degrés en France, et aussi l'offensive orageuse en France et en Italie. Pour terminer et pour vous montrer à quel point la météorologie peut être une science particulièrement fascinante, voici un diagramme qui peut vous paraître barbare et je ne vais pas aller dans les détails. Ce qui importe, c'est de constater que, en fait, voici la trajectoire, l'odyssée, donc, de l'ouragan Erin, depuis sa naissance en tant que onde tropicale du côté du Niger, donc le 7 août, et puis qui arrive le 18 août, donc au nord des Caraïbes, et qui ensuite va poursuivre sa trajectoire autour de l'anticyclone subtropical en s'extra-tropicalisant vers l'Atlantique Nord et vers l'Europe. La météorologie, c'est ça. C'est de comprendre qu'une onde tropicale va naître du côté du Niger dans le système de ce qu'on appelle la mousson africaine, qui va dériver vers l'ouest avec les alizés et qui va contourner l'anticyclone tropical pour se retrouver 20 jours après sur les côtes européennes, déchaîner des vagues de 4 à 5 mètres à une période où les gens ont plutôt envie de se baigner, provoquer une advection chaude et déchaîner des orages en France et en Italie. Voilà, j'espère que ce décryptage vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à le produire. Il faut dire que le thème des ouragans me passionne particulièrement et quelque chose me dit que ce ne sera pas le seul décryptage de cette saison cyclonique du bassin atlantique. En tout cas, n'oubliez pas encore une fois donc de nous soutenir via Tipeee, de mettre un j'aime, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de commenter, d'apporter quand même un éclairage éventuellement supplémentaire. Je vous donne rendez-vous jeudi à 21 h pour le format mensuel rallongé de Direct Météo avec le Direct Météo numéro 6 qui fera le bilan de l'été 2025 avec évidemment préparer vos commentaires, vos réflexions et vos questions parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire sur cette saison qui vient de se terminer.